IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler de la Terre ce soir. De la Terre, oui, de la Terre, dans cet au-delà du miroir, avec Glyn Milo, qui est coordinateur de l'association Sciences Citoyennes. Bonsoir Glyn. Alors, je recommence. Bonsoir. Bonsoir. J'avais pas mis le micro. Merci d'être avec nous ce soir. On aurait dû avoir avec nous Christian Vello, qui est docteur Christian Vello, maître de conférences en génétique moléculaire à l'université Paris-Sud, directeur de recherche, responsable d'une équipe située sur le centre scientifique d'Orsay, et cette équipe rattachée au pôle risque de l'université de Caen. Également, il est président du conseil scientifique du CRIGEN, administrateur de la fondation Sciences Citoyennes et cofondateur du réseau de chercheurs européens engagés pour une responsabilité sociale et environnementale, LANSRES. Alors, on ne l'aura pas parce que finalement, il a un petit souci de famille, mais on va peut-être parler un peu de lui quelque temps avec Glyn Milo. Glyn. Oui. Alors, on voulait faire cette émission parce que Christian Vello doit passer en justice le 25 avril prochain. C'est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. C'est le thème de l'émission de ce soir. Voilà, donc Christian a intenté un procès à Anton Suwalki, et il aimerait bien qu'on vienne assister au procès qui aura lieu donc mardi prochain, 25 avril à 13h30, à la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, sur l'île de la Cité. Palais de justice. Voilà, on répète que Christian Vello, il travaille surtout sur les OGM. Hein. Oui, il est généticien. Il travaille sur la génétique de champignons, donc il travaille sur des OGM. Voilà, et ça plaît pas à tout le monde, donc c'est pas parce qu'il travaille sur les OGM que ça ne plaît pas, c'est sa position sur les OGM qui ne plaît pas à ceux qui défendent le déversement des OGM dans la nature sans limite, sans contrôle. Alors toi, tu es coordinateur de l'association Sciences Citoyennes. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle fait, cette association ? Alors, c'est une association de chercheurs et de non-chercheurs, si on peut dire les choses ainsi, qui travaillent sur la réappropriation citoyenne de la science. C'est-à-dire comment on peut faire en sorte que les choix scientifiques et techniques puissent dépendre des besoins de la société, que les citoyens puissent donner leur avis sur ce qui va faire leur lendemain, puisque l'impact de la science et des technologies est fondamental sur notre quotidien. Donc à partir du moment où cet impact a des effets considérables, on estime absolument indispensable que le citoyen puisse définir les limites de ce qu'il veut accepter. Et toi, tu as une formation de quoi alors ? Moi, j'ai une formation en génie des procédés, donc scientifique aussi. Donc c'est quelque chose que j'ai abandonné juste après ma thèse pour passer, si on veut dire, de l'autre côté de la barrière. J'étais assez peu satisfait de la façon dont la recherche se faisait, et donc j'ai rejoint l'association Sciences Citoyennes qui, pour moi, permettait de créer une autre façon de faire de la recherche. Sciencescitoyennes.org. Hein. Alors, on fait une émission sur les lanceurs d'alerte ce soir. C'est quoi un lanceur d'alerte ? Alors, un lanceur d'alerte, c'est un terme qui est assez récent en France. Il date de la fin des années 90, et initialement, c'était défini comme quelqu'un qui va révéler un risque pour la santé, pour l'environnement, pour autre chose, ou en tout cas quelqu'un qui est témoin d'un risque. Et on l'a confondu initialement avec le terme whistleblower, qui est le terme anglo-saxon, mais qui n'était pas lié à ça. Le terme whistleblower, au départ, concernait uniquement la révélation de crimes ou de délits. Et progressivement, les deux notions ont fusionné, et initialement, par exemple, Francis Chateaurenaud, qui avait défini cette notion-là, et qui excluait dans cette définition la révélation de crimes et de délits, a fini par considérer que la société définissait elle-même la façon dont un lanceur d'alerte était défini, puisque les processus étaient les mêmes. C'est-à-dire qu'il s'agisse de la révélation d'un crime, d'un délit ou d'un risque, la plupart du temps, les lanceurs d'alerte, enfin ce qui est devenu les lanceurs d'alerte, ou ce qu'on pouvait appeler un whistleblower, étaient sujets à des représailles. Et c'est un peu ce qui caractérise le lanceur d'alerte. C'est pas ce qu'il définit, parce que ce qu'il définit, c'est le fait qu'il lance une alerte, mais ce qu'il caractérise le plus souvent, c'est qu'il va subir des représailles de sa hiérarchie, de son environnement proche, professionnel ou non. Alors, des impacts sur sa carrière ? Des impacts sur sa carrière, sur sa vie familiale. C'est une situation assez souvent très critique, qui est difficile à vivre, et qui a des impacts à peu près dans tous les domaines. Alors, sur aussi ça, il y a beaucoup de médisance. Il y a eu quelque temps là où on s'est rencontrés, une soirée sur les lanceurs d'alerte. Là, donc, il était dit que c'était les médecins, enfin en France, qui sont les premiers lanceurs d'alerte.
On peut dire ça. Les syndicalistes pourront dire aussi qu'ils sont des lanceurs d'alerte, les journalistes d'investigation. Nous, on a préféré prendre une approche un peu pas segmentée, mais il y en a pour qui la révélation de problèmes fait partie de leur métier. Un journaliste d'investigation, par exemple, son boulot consiste à repérer des affaires et à les mettre à la connaissance du public, à les porter à la connaissance du public. Pour nous, ce n'est pas un lanceur d'alerte, c'est son métier. Un syndicaliste, c'est pareil. Il est là pour défendre l'employé, le salarié, et faire en sorte que le droit du travail soit respecté et que les droits des salariés puissent être protégés. Ce n'est pas un lanceur d'alerte encore pour nous. Le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui va être dans une situation inhabituelle, qui va se retrouver à un moment donné dans quelque chose de nouveau pour lui. Il n'a pas du tout prévu qu'il ferait ça. Même la plupart du temps, les lanceurs d'alerte ne savent pas qu'ils sont lanceurs d'alerte. Quand ils voient un dysfonctionnement, quelque chose une aberration dans le fonctionnement de leur entreprise, par exemple, et qu'ils veulent le signaler, ils font ça de bonne foi et ils se retrouvent avec des mesures de rétorsion qu'ils ne comprennent pas. Et c'est à partir de là que ils s'inscrivent dans une logique de lanceur d'alerte. Mais la plupart des personnes avec qui on a été en contact, alors c'est moins vrai maintenant parce que c'est un terme très médiatisé, mais la plupart des personnes avec qui on était en contact auparavant ne connaissaient même pas le terme lanceur d'alerte, donc ils ne pouvaient pas se targuer d'être des lanceurs d'alerte. Alors il y a une loi qui est passée, la loi Sapin, qui place le lanceur d'alerte face à son bourreau, c'est-à-dire que cette loi, elle est à double tranchant. Alors en fait, c'est la 8e loi qui est passée depuis 2007. Et on a vraiment eu un parcours assez labyrinthique pour le lanceur d'alerte. Et pire que ça, c'est que les 7 premières lois étaient des lois sectorielles qui traitaient le lanceur d'alerte de différentes façons. Dans certains cas, ça s'adressait aux fonctionnaires uniquement. Dans d'autres cas, aux lanceurs d'alerte en santé et environnement. Et selon les lois, le lanceur d'alerte avait plus ou moins de droits. Il pouvait s'adresser au public, par exemple dans la loi du 6 décembre 2013 sur la délinquance financière et la criminalité financière. Et dans d'autres cas, il devait absolument passer par sa hiérarchie. La loi Sapin 2, donc, avait pour but de définir de manière globale la façon de traiter les lanceurs d'alerte. Et effectivement, on pourrait dire que le lanceur d'alerte est amené à témoigner face à son bourreau, et c'est tout à fait vrai dans le cadre des salariés. La nouveauté de cette loi, c'est qu'elle ne s'adresse pas qu'aux salariés. Donc, dans le cas des salariés, effectivement, le lanceur d'alerte doit passer par sa hiérarchie. Son supérieur. Sauf si le supérieur est mis dans l'affaire, est mouillé dans l'affaire. Dans ce cas-là, il peut passer directement à l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative ou l'ordre, s'il s'agit d'un médecin, d'un avocat ou autre. Mais s'il s'agit d'un salarié, il n'a pas de voie hiérarchique, il n'a pas d'autorité judiciaire nécessairement définie, en théorie si, mais il peut passer directement au public. Ces voies ne s'adressent pas, ces voies ne s'adressent qu'aux personnes qui sont dans le cadre du travail, dans le cadre d'une entreprise. À nouveau, ce qui est important, c'est que même si ce n'est pas inscrit dans la loi, j'ai encore vérifié il n'y a pas très longtemps, et les législateurs ont prévu que dans le cas où le lanceur d'alerte serait confronté directement à celui qui le met en accusation, il pourrait ne pas passer par le premier palier qui consiste à s'adresser à sa hiérarchie. Encore faut-il savoir qui est impliqué dans l'histoire. Alors, il y a, comme tu dis, les salariés et les fonctionnaires, ils sont tenus, eux, de lancer l'alerte, c'est-à-dire de prévenir dans le cas où ils voient quelque chose de bizarre. Alors justement, vu qu'ils sont tenus de le faire, ils ne sont pas lanceurs d'alerte. Ils sont dans une procédure qui est tout à fait graduée, qui est prévue. C'est-à-dire que là, il y a ce qu'on appelle l'article 40 du Code de procédure pénale qui impose aux fonctionnaires de dénoncer, de signaler tout crime ou délit dont ils seraient témoins. Pendant très longtemps, ils avaient cette obligation, mais rien qui les protégeait. C'est-à-dire qu'ils pouvaient subir des représailles, mais ils n'étaient pas protégés de ces représailles. Et en 2013, toujours avec cette même loi de décembre 2013, non, avec la loi d'octobre 2013, il y a eu 3 lois en 2013, c'est un peu compliqué. Mais la loi du 11 octobre 2013 a fait que que les fonctionnaires qui relataient un crime ou un délit, dont ils avaient l'obligation de le faire, étaient cette fois-ci protégés de mesures de rétorsion, de mesures de représailles très diverses. Alors il y a aussi cette loi sur le secret des affaires. Ça nous. Alors il n'y a plus de loi sur le secret des affaires. Il y a une directive sur le secret des affaires qui doit être transposée. Initialement, il y avait la loi Macron qui devait inclure des dispositions sur le secret des affaires, mais il y a une mobilisation, notamment des journalistes et des syndicats, qui a permis que ces dispositions sautent. Et donc, pour être tout à fait honnête, il n'y avait pas que ça. C'est-à-dire que je pense que Macron n'aurait pas su que la directive sur le secret des affaires était en cours de discussion. Il aurait peut-être plus insisté pour garder ses dispositions sur le secret des affaires. Là, il s'est dit, la mobilisation est importante, la directive
de toute façon arrivera, donc on va lever le pied là-dessus, ça reviendra un peu plus tard. Quand je serai élu. Hein. Voilà. Alors c'est quoi cette loi sur le secret des affaires? Parce que ça n'arrange pas les lanceurs d'alerte, mais bien... Alors pour l'instant, les lanceurs d'alerte ne sont pas concernés, mais la directive doit faire l'objet d'une transposition, c'est-à-dire des lois doivent être rédigées dans le droit français pour transposer la directive européenne. Donc elle définit un cadre, des différentes dispositions qui sont plus ou moins strictes, et à partir de ce cadre, chaque État de l'Union européenne, chaque État membre de l'Union européenne devra définir sa propre loi, sa propre façon de traduire la directive. Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé. Ce qui est important, c'est que dans la loi Sapin 2, il y a 3 secrets qui sont opposables au lanceur d'alerte. 3 secrets que le lanceur d'alerte n'est pas censé trahir. Il y a le secret de la défense nationale, c'est assez usuel. Logique, oui. Le secret médical, c'est assez normal aussi. Alors, je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Et le 3e secret, c'est le secret de la correspondance entre l'avocat et son client. C'est les 3 secrets qui excluent de la définition du lanceur d'alerte une personne. Mais il n'y a pas le secret des affaires, en l'occurrence. Il n'y a pas le secret professionnel, il n'y a pas le secret de l'instruction. Il y a énormément de secrets qui ne sont pas contenus dans cette loi. Ça veut dire que par défaut, un lanceur d'alerte peut passer outre ces secrets. Alors c'est quoi le secret médical? Alors le secret médical, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément des questions de santé. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est du domaine de la conversation entre le médecin et son patient. Donc un patient qui irait voir un médecin pour avouer un crime, il serait couvert par le secret médical. Ah ben ça y était déjà. Oui, mais c'est pas, oui, voilà. Alors peut-être. Ouais. En tout cas, voilà, le secret médical n'est pas lié à des questions. Le médecin n'était pas. Voilà, le secret médical ne concerne pas que des questions de santé. Il concerne absolument toute conversation entre le médecin et son patient. D'accord. Alors, on a vu cette loi Sapin, c'est donc la loi sur le secret des affaires ferait, si on peut résumer, le fait qu'on pourrait plus une entreprise pourrait attaquer un lanceur d'alerte dans la mesure... On ne sait pas encore. On ne sait pas encore parce que dans la première version de la directive, dans les premiers textes, effectivement, le secret des affaires était souverain. C'est-à-dire que les questions d'investigation, de lanceurs d'alerte étaient évacuées. Et à nouveau, il y a une certaine mobilisation européenne assez intense qui a fait que des exceptions ont été introduites au secret des affaires, dont le droit à l'investigation, le droit de journalisme d'investigation et le droit du lanceur d'alerte de révéler des alertes. Donc maintenant, là, c'est une loi cadre. C'est ce qui correspond à une loi cadre, hein, si on compare au droit français. Et la façon dont ça sera précisé dans le droit français, ça, on sait pas du tout ça dépendra aussi de qui va être élu le 7 mai. Hein. Alors, c'est pas un métier d'être lanceur d'alerte, hein, pas du tout, au contraire. Tout le monde peut être un lanceur d'alerte. Tous ceux qui nous écoutent. C'est ni un métier ni un statut. Même si la loi Sapin définit le lanceur d'alerte et si elle accorde une certaine protection, on n'a pas de statut de lanceur d'alerte. Comme on pourrait avoir un statut de témoin protégé, par exemple. Il n'est pas défini en tant que statut. Il octroie certains droits, mais c'est certainement pas un métier, c'est certain. D'autant plus qu'on utilise le terme lanceur d'alerte et la plupart des personnes avec qui on en discute, lancer l'alerte, c'est la toute première étape. C'est l'étincelle qu'on va mettre au baril de poudre. Mais en fait, le vrai travail commence après. Le travail va consister à porter l'alerte et pas tellement à lancer l'alerte. Puisqu'il va falloir la suivre, il va falloir, indépendamment des représailles, il va falloir, si on a un cas à défendre, je pense à Irène Frachon, par exemple, elle a passé un temps considérable à aider les victimes. C'était une médecin du CHU de Rennes qui avait dénoncé les morts dues au Mediator. Oui. Qui était prescrit pour autre chose que ce qu'il avait été prescrit au départ, et ça a occasionné des malformations cardiaques et donc un certain nombre de morts. Et maintenant, elle passe un temps considérable à aider les victimes des laboratoires Servier à rentrer dans leurs droits, à pouvoir être indemnisées du fait de ce qu'elles ont subi. Donc, elle a été lanceuse d'alerte au départ, c'est un travail considérable, mais maintenant elle porte l'alerte et là c'est un travail beaucoup plus considérable. Il y a des étouffeurs d'alerte aussi. Il y a des étouffeurs d'alerte. Alors, ça peut être l'étouffeur d'alerte le plus standard, c'est nous. C'est les personnes qui vont considérer que bon, c'est pas si grave. Ça vaut pas le coup de prendre des risques, de risquer des ennuis, et que de toute façon, ça changera rien parce que, on va le dire, mais quoi ensuite, quoi. On ne croira pas. Voilà, on ne croira pas, ou alors il ne va rien se passer parce que ça aurait tellement d'incidence que ça ne remontera pas assez haut pour pouvoir faire de vagues. Donc là, c'est l'étouffeur d'alerte standard et il est difficilement accusable parce que c'est un peu tout un chacun. Après, c'est une culture de l'alerte qui n'est pas encore présente en France, et puis dans tout un tas d'autres pays. Et ensuite, il y a l'étouffeur d'alerte actif, c'est-à-dire la personne qui sait que là, l'alerte va poser problème très sérieusement, et il va être proactif pour essayer de faire taire le lanceur d'alerte, voire l'intimider, voire le menacer, voire l'acheter, voire
tout un tas de méthodes plus ou moins avouables. C'est marrant parce que dans l'acheter, on peut l'écrire dans deux manières. Oui. On est un peu lâche d'être acheté. Il va peut-être compter sur la lâcheté aussi du lanceur d'alerte, parce que faut avoir un courage énorme pour être lanceur d'alerte, sachant, enfin surtout maintenant qu'on sait les risques qu'on prend. Quels risques alors? Quels sont les risques? Alors tout dépend de l'échelle. Par exemple, là, je ne suis pas sûr qu'on revoie un deuxième Edward Snowden avant quelque temps. Il a pris des risques considérables, c'est sa vie qui l'a mis dans la balance. Dans certains autres cas beaucoup moins emblématiques, les gens risquent leur vie aussi. Des personnes qui reçoivent des menaces de mort, même si elles ne sont pas forcément étayées par la suite, c'est pas simple à vivre. Donc ça c'est des risques peut-être les plus violents. Après les risques les plus courants, c'est ne serait-ce que perdre son emploi. Alors maintenant la loi va empêcher d'être licencié parce qu'on a lancé une alerte, mais l'employeur peut toujours trouver une méthode, une autre façon de licencier. Il va les mettre au placard. Il va les mettre au placard, mais la loi l'interdit aussi. Donc si le lanceur d'alerte s'adresse au défenseur des droits, par exemple, qui est son droit maintenant, il pourra faire en sorte d'être réintégré dans son poste, ou d'être indemnisé, ou d'être reclassé. En tout cas, la loi interdit justement les discriminations, les représailles, et il y a un éventail très très exhaustif justement de représailles qui est listé dans la dernière loi. Bon. Alors l'intérêt, ce serait peut-être ce que tu as envie, toi, c'est de créer une maison des lanceurs d'alerte. C'est pas une maison où ils pourront se réfugier, mais c'est un endroit où ils pourront venir taper parce qu'ils se sentent bien seuls quand même, les lanceurs d'alerte. Oui, ils se sentent bien seuls et surtout ne savent pas forcément comment procéder. Alors certains vont être très maladroits, vont essayer de s'adresser aux journalistes de façon un peu agressive. Les journalistes qui sont pas forcément sur ce type d'affaires vont pas changer de leur métier pour autant. Donc ils peuvent se retrouver dans une posture assez délicate du fait que ce qui leur paraît évident ne va pas sembler évident à tout le monde. Donc cette maison des lanceurs d'alerte, c'est pas mon idée, c'est une idée de en fait toutes les personnes qui ont réfléchi sur la question. C'est que quelle que soit la perfection de la loi, et on en est loin, il y aura de toute façon besoin d'accompagnants pour expliquer comment fonctionne la loi et ce qu'elle ne permet pas. Et en fonction de ce qu'elle permet et de ce qu'elle ne permet pas, que devrait faire le lanceur d'alerte pour pouvoir porter son alerte. Et peut-être aussi faire en sorte que le lanceur d'alerte ou supposé lanceur d'alerte soit convaincu que ce qu'il porte n'est pas une alerte. On a beaucoup de personnes qui peuvent très bien avoir l'impression de porter une alerte, vont prendre des risques considérables pour finalement quelque chose qui n'est pas une alerte. Oui, donc déjà en parler avec vous, ça peut être... Voilà, donc la maison des lanceurs d'alerte, l'objectif, ça serait qu'elle puisse accompagner le lanceur d'alerte dans son alerte, c'est-à-dire vérifier que c'est bien une alerte qu'il porte, ce qui n'est pas forcément évident, notamment quand c'est très technique. Ensuite, l'accompagner juridiquement, lui dire voilà ce qui existe au niveau de la loi, l'accompagner en termes de procédure, voilà quel est le cheminement obligatoire pour que ses droits soient maintenus, l'accompagner aussi psychologiquement, parce que la plupart des lanceurs d'alerte sont des personnes qui ont été fragilisées, donc il y a besoin aussi d'avoir une bonne écoute par rapport aux lanceurs d'alerte pour savoir vraiment, pour essayer de le soutenir aussi à ce niveau-là. Et ce qu'on a aussi défini, c'est cet accompagnement pourrait se faire aussi en termes pas forcément financiers, parce que c'est pas évident que la maison réussisse à mobiliser des sommes considérables pour l'aider, mais en tout cas l'aide à se reconstruire, à se réinsérer, surtout à pas être seul, parce que voilà, s'il y a un endroit profiter de l'expérience des autres. Ouais. On va faire une mini pause musicale et on va se retrouver tout de suite après. Un jour il a changé d'avis, peut-être qu'il avait compris ou bien il n'en pouvait plus. Jacobi est revenu, il a appelé Ellie, son meilleur ami, à qui il a dit j'entendais une sonnerie qui faisait battre mon cœur à l'infini. C'était vraiment très fort, je devais dire oui, pourtant je me demande encore ce qui m'a pris. Marcher de midi à minuit, marcher à tout jamais. Marcher, Jacobi marchait. Et voilà, vous l'aurez reconnu, c'est Charlie Couture, Jacobi marchait, et nous aussi. Nous allons peut-être marcher le 22 avril, comme nous le demandent plein de gens, parce que le 22 avril, c'est la journée de la Terre, et ça va être une marche pour la Terre. Glenn Milo, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, hein, c'est venu... Alors, ce dont je pourrais parler, c'est la marche pour la science. La marche pour la science qui a été organisée en réaction à une tentative obscurantiste de Donald Trump de nier des évidences. C'est-à-dire que, par exemple, Donald Trump considère que le réchauffement climatique est une rumeur lancée par les Chinois pour attaquer les États-Unis. Donc ça va très loin dans le déni de ce qui fait maintenant l'objet d'un certain consensus au niveau scientifique.
Il a signé des décrets récemment pour relancer l'industrie du charbon, donc il est dans la provocation et en tout cas dans ce qu'on appelle la post-vérité, une interprétation assez personnelle de ce qu'est la vérité ou de ce qu'est la rumeur. Et la réaction des scientifiques américains par rapport aux risques qu'ils voient sur la production scientifique américaine a explosé assez vite. C'est-à-dire que dans un premier temps, le risque était non pas seulement de se voir décrédibilisé, mais aussi de voir l'information ne plus être disponible. Et en l'occurrence, les agences sanitaires, la NASA et d'autres agences américaines se retrouvent avec un certain nombre de données qu'elles ne sont pas sûres de pouvoir à nouveau proposer au public. Donc il y a un risque même plus de censure, mais de disparition des données qui ne seraient plus disponibles. Donc, ces scientifiques ont appelé à marcher le 22 avril pour protester contre cette façon de considérer la science comme une sorte d'ajustement d'une politique néolibérale que Trump entend mener au niveau même international. Et nous, on a un message presque un peu décident par rapport à ça. Non pas qu'on est des Trumpistes, loin de là, mais on voudrait pas que ce qui s'est passé avec le vote au Parlement européen du traité de libre-échange, le CETA, qui lie le Canada et l'Union européenne, se passe de la même façon. En deux mots, le fait de se serrer les coudes contre Trump, enfin en tout cas a permis de faire passer le CETA presque sans discussion. C'est-à-dire que je vais pas rentrer dans les détails, mais le CETA a été presque bloqué à un moment donné, notamment grâce à la Wallonie. Oui. Et là, d'un seul coup, le fait de se retrouver avec Trump, immédiat voisin des Canada, puis partenaire privilégié de l'Union européenne, a précipité les négociations et a entériné cet accord. Et on ne voudrait pas que, sous prétexte d'un front anti-Trump, on se mette à valider n'importe quelle poursuite de la science. Et notamment, un des mots d'ordre de la marche pour la science tient à l'indépendance de la recherche. Alors, l'indépendance de la recherche, actuellement, c'est un peu un leurre, parce que quand on voit le nombre de financements de l'industrie, enfin de la recherche publique par l'industrie, faudrait nous expliquer en quoi elle est restée indépendante de cette recherche. D'autre part, on a une recherche scientifique publique qui de temps en temps, on va pas généraliser non plus, mais des fois confine au scientisme, c'est-à-dire au sentiment que la science permettra de répondre à l'ensemble des questions, que le scientifique pourra résoudre notamment les problèmes qu'il aura lui-même causés. Justement, là je t'arrête, comment Trump il peut penser réduire les budgets de la science alors qu'il est persuadé que la science va tout régler. Alors il va réduire peut-être ceux de la recherche fondamentale, mais il va favoriser ceux de certains développements technologiques. On peut être sûr, par exemple, que la recherche sur les énergies fossiles, sur les moyens d'extraire le gaz de schiste vont être renforcés, contrairement à la recherche sur les énergies renouvelables qu'il entend combattre. Donc c'est des vases communicants de toute façon. Effectivement, il a l'intention de baisser les budgets de façon générale, mais il a quand même des amis à aider, des amis dans le besoin, des grands industriels. Si on pense par exemple au fait qu'il ait nommé le PDG d'ExxonMobil à l'agence de protection de l'environnement, c'est tout un symbole de sa politique envers l'environnement et donc des décisions budgétaires qu'il va être amené à prendre, qu'il a déjà tenté de prendre, mais il y en a certaines qu'il n'a pas réussi à prendre. Ce qui peut peut-être nous donner un peu d'espoir, mais malgré tout, il est encore là quelques années. Après, je t'ai coupé, je sais plus où t'étais. Sur le fait que les mots d'ordre, enfin, autant nous sommes d'accord avec le fait qu'il faut protester contre l'obscurantisme de Trump, qui est vraiment dangereux. Il entend dénoncer l'accord de Paris, même si ça ne va pas être si évident que ça. C'est un traité international, et il y a certaines conditionnalités qui font que le dénoncer ne s'est pas signer simplement un décret. C'est beaucoup plus compliqué. Mais s'il l'applique pas, ça revient au même. Non, mais c'est pas un traité contraignant non plus. Et malgré tout, il est un peu dépassé par sa bande parce que il y a quand même un conflit récurrent aux États-Unis entre l'État fédéral et les États fédérés. Et en l'occurrence, un des États qui développe le plus les énergies renouvelables, c'est le Texas, qui est quand même pas l'État le plus progressiste qu'on connaît. Donc, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est aussi développé dans énormément d'États des États-Unis. Donc, il peut très bien faire un peu de pantomime au niveau fédéral et finalement se retrouver complètement décrédibilisé au niveau local, au niveau étatique, au niveau des États fédérés, parce que eux ont vu la nécessité d'agir et ont agi, même si beaucoup sont dans les mains de républicains. La Californie, qui est un État républicain depuis longtemps, alors je ne sais pas si elle l'est encore, mais même quand elle l'était sous l'ère Schwarzenegger, par exemple, était très très précurseur en termes d'énergie renouvelable. Donc c'est aussi, d'un point de vue libéral, c'est des marchés qui s'ouvrent. Faut pas faire de l'angélisme non plus. Ils sont pas devenus écolos. Ils ont vu que
Les énergies fossiles, ça me nuise, donc elles vont coûter de plus en plus cher, indépendamment de la pollution. Le nucléaire, visiblement, c'est pas si simple, et puis c'est risqué, et puis c'est aussi des énergies fossiles qui s'amenuisent, donc le renouvelable, c'est probablement une option à étudier, même pour un bon libéral. Sauf qu'il faut aussi pour les éoliennes, il faut aussi il y a aussi du fossile dedans parce qu'il faut je sais plus quoi. Il faut la fabriquer. Il faudra de toute façon, elles seront pas faites d'air. Les éoliennes elles sont faites de métal, mais le retour sur investissement et de béton pour les tenir au sol. Mais c'est plus facile de démanteler une éolienne qu'une centrale nucléaire. Quand on pose une éolienne, on sait que ça sera assez facile de l'enlever si on considère que finalement on n'a pas fait le bon choix parce qu'on a implanté un endroit où il n'y a pas suffisamment de vent. Une centrale nucléaire, qu'on a créé le cœur, qu'on a plongé le béton, c'est fini. C'est là pour très très longtemps. C'est là pour très très longtemps. Et bien après nous. Alors, Marche pour les sciences, samedi en France, plus de 20 villes. Hein. Donc vous tapez Marche pour les sciences ou pour la science. Oui, ou vous tapez sciencecitoyenne.org et vous aurez notre point de vue par rapport à la Marche pour les sciences, la Marche for Science. Tu vas pas y aller le 22 avril. C'est samedi. Je ne sais pas encore. Je sais qu'on sera quelques-uns de Sciences Citoyennes à y aller, notamment à Paris, peut-être à Lille et dans d'autres villes. On est en train de on est en train de se compter actuellement pour savoir justement qui va où. On aura des personnes qui vont distribuer notre prose ce samedi à Paris. Alors cette maison des lanceurs d'alerte, tu la vois comment? Vous seriez plusieurs à la gérer finalement, plusieurs assos. Voilà, donc c'est pour ça que je sais pas moi qui la vois comme ça ou qu'il ne la voit pas comme ça. C'est-à-dire que le principe est que ce sera une maison interassociative, avec une gouvernance interassociative, enfin même pas interassociative, interorganisationnelle, parce qu'on a des syndicats aussi autour de la table. Actuellement, on est 18 organisations, parmi lesquelles il y a Génération Cobaye. Non, pas encore. Pas encore, c'est dommage. On a regroupé en fait les personnes avec qui on a organisé les mobilisations des années 2015-2016, à la fois autour de la directive, enfin de la loi secret des affaires qui finalement n'a pas été votée, mais aussi des lois Sapin 2, des différents, enfin de la loi sur le défenseur des droits qui a accompagné la loi Sapin 2, en tout cas de toutes les mobilisations autour de l'alerte qu'on a organisées ces dernières années. Donc on a des organisations comme Amnesty International, Greenpeace, la LDH, donc Sciences Citoyennes, et on porte ça, c'est-à-dire qu'on assure l'animation avec Transparency International, avec qui on a développé un partenariat ces dernières années. Et on a des associations comme ATTAC, on a des syndicats comme la CFDT cadre ou la CGT-UGIC qui rassemble aussi des cadres, des organisations qui sont déjà sur ces questions d'alerte depuis quelques temps, plus ou moins longtemps selon certaines sont là depuis très longtemps, et d'autres n'étaient pas forcément sur le terrain des lanceurs d'alerte. En tout cas, ils n'estimaient pas forcément l'être, puis ils se sont rendus compte assez vite que finalement ils l'étaient déjà. Je pense à Amnesty, la question des lanceurs d'alerte est peut-être plus récente dans leur communication, mais ils ne faisaient que défendre les lanceurs d'alerte depuis très très longtemps. Donc c'est mu par cette logique et qu'ils ont accepté de participer à ce projet. Donc quand je dis à nouveau que ce n'est pas mon projet, ce n'est pas le projet de Sciences Citoyennes, c'est parce que l'idée est de proposer à l'ensemble des partenaires autour de la table de définir l'ensemble des caractéristiques de cette mission. Alors l'ensemble des caractéristiques, c'est à la fois les missions de la maison, quels vont être son rôle, quels vont être ses rôles, mais aussi quelle va être la structuration de cette maison. Est-ce qu'on met en place une association, une fondation, autre chose? Comment va fonctionner cette maison? Est-ce qu'elle va être gérée, ou enfin en tout cas, est-ce que son mode de gouvernance va dépendre uniquement d'organisation, ou est-ce qu'on va faire appel à des individuels? En tout cas, tout est mis en discussion et l'objectif, c'est, si possible, d'arriver avant la fin de l'année avec un projet qu'on pourrait lancer peut-être soit fin 2017, soit début 2018. Alors, je sais pas un engagement parce que ça prend un peu de temps. On a des gens qui ont des cultures très différentes autour de la table et on prendra le temps qu'il faudra pour faire quelque chose de solide et de pérenne, on l'espère. Elle a démarré avec Jacques Telstar, c'est ça? Alors Jacques Telstar est un des fondateurs de Sciences Citoyennes. Et, en quelle année? Sciences Citoyennes a été fondée en fin 2002. Autour de 3 axes, dont la défense des lanceurs d'alerte, parce que lui-même se considère comme un lanceur d'alerte éthique, donc pas lanceur d'alerte sanitaire ou environnemental, mais après avoir donné naissance au premier bébé éprouvette français, il s'est rendu compte que ce qu'il avait permis ouvrait des vannes qui l'inquiétaient. Et là, très très actuellement, il s'inquiète énormément du diagnostic préimplantatoire qui, pour lui, pourrait conduire à une certaine forme d'eugénisme. Donc c'est en ça qu'il est lanceur d'alerte. Là, c'est très très clairement un risque. On n'est pas dans une catastrophe sanitaire ou environnementale ou économique ou dans un fait de corruption. On est dans quelque chose qui pourrait s'installer insidieusement dans la société parce que des parents qui n'ont pas envie que leur enfant soit malade
pourraient définir que finalement ils aimeraient que leur enfant ait telle ou telle caractéristique, puis progressivement on est très clairement dans le champ de l'eugénisme. Et puis dans le transhumanisme, c'est tout à fait ça, hein. C'est-à-dire qu'il y aura plus un parent qui voudra un gosse normal, parce que tous les autres seront tous modifiés, donc on pourra plus avoir un gosse qui n'ait pas des super oreilles, une bonne vue. Le diagnostic, c'est pas de la modification, hein. C'est on a un certain nombre d'embryons, puis on regarde ceux qui sont plus compétitifs, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait des autres, c'est ça? On appelle ça la réduction embryonnaire. On les jette vraiment ou on les clone? Oui, en général, quand il y a des implantations multiples, on regarde ceux qui sont viables et d'un commun accord avec le parent, il en garde un ou il en garde deux, les autres sont avortés. Voilà, donc est-ce que le CRIGEN, le CRIRAD, tout ça c'est avec vous, ça vous rejoint? Alors, CRIGEN et CRIRAD, enfin le CRIRAD est la première organisation en CRI, CRI c'est collectif de recherche indépendante. Et la CRIRAD s'était formée à la suite de CRIRAD, à la suite du nuage de Tchernobyl qui miraculeusement s'était arrêté à la frontière française parce qu'il devait pas avoir ses papiers à l'époque. En tout cas, ils sont dit que c'était pas tout à fait convaincant les arguments du ministère, et ils ont fait leurs propres mesures. Ils ont donc monté ce labo indépendant pour faire leurs propres mesures. Il y a d'autres organisations comme l'ACRO, par exemple, qui est ACRO, qui fait le même type d'activité. Et le CRIGEN, alors est-ce qu'il y a eu... Non, je crois qu'il y a eu le CRIREM entre-temps. Il y a eu le CRIREM entre-temps sur les rayonnements électromagnétiques qui a été monté par Corinne Lepage et Michel Rivasi, je crois. Et je dis ça parce qu'en fait Corinne Lepage est aussi à l'origine du CRIGEN, qui est justement sur le génie génétique, et donc notamment sur la manière dont les OGM ont été introduits sur le marché avec des expertises qui sont assez contestables. En tout cas, c'est ce sur quoi, enfin c'est ce qu'ils essayent de montrer. Alors contestable du simple fait que ce qui est assez éloquent, c'est que l'affaire Serralini, donc qui date de 2012, a été très critiquée parce que on a dit que Gilles-Éric Serralini avait choisi des rats qui avaient une tendance à avoir des tumeurs un peu naturellement, c'est pauvre rat, que ces tests étaient un petit peu trop longs, que ces cohortes n'étaient pas assez nombreuses. En tout cas, il était critiqué sur la méthodologie. Mais ce qui était ils sont presque tirés une balle dans le pied, parce que finalement ça a permis de mettre la lumière sur la façon dont les évaluations sont faites, et donc le fait que les OGM sont autorisés avec des évaluations qui ne tiennent pas la route, qui sont très très légères, qui sont sur des très courtes périodes de vie, et donc, sur très peu d'animaux. Sur très peu d'animaux, donc qui ne permettent pas de conclure très clairement, et ce qui n'empêche pas que ces OGM sont autorisés. Donc voilà, vous avez ceux-là qui vous rejoignent, on peut dire On travaille en parallèle et on a des croisements nombreux, oui. Alors c'est ça, il y avait aussi à cette soirée sur les lanceurs d'alerte des faucheurs volontaires là. Est-ce qu'on peut les considérer comme des lanceurs d'alerte aussi, les faucheurs d'OGM, tous ceux qui font des... Moi, je dirais oui. Je pense que selon les personnes à qui vous posez la question, vous n'aurez pas les mêmes réponses, mais effectivement, enfin déjà, c'est la posture qu'ils réclament, et je suis assez convaincu qu'ils ont raison de se considérer comme des lanceurs d'alerte. Je discute pas de la méthode, je discute juste du fait que les OGM en plein champ, par exemple, même à titre expérimental, c'est un risque de dissémination. Ou même s'il n'y a pas de risque de dissémination, c'est un risque que la faune avoisinante s'adapte à ces types d'OGM, et que par percolation, c'est pas le terme exact, mais qu'en fait une forme de résistance malgré tout se dissémine. Donc même si dans certains cas des essais en plein champ les scientifiques étaient très rassurants en disant mais il n'y a aucun risque puisque le pollen ne peut pas se répandre à telle distance, mais en l'occurrence ceux à quoi les OGM pouvaient être traités ou non, c'est-à-dire herbicides ou pesticides, eux pouvaient déjà avoir des effets sur les parasites habituels de ces plantes. Et sur la question des OGM, on a à nouveau parlé du CRIGEN ou de la CRIRAD, on a d'autres organisations comme InfoGM par exemple qui fait un travail remarquable de veille sur l'actualité concernant les OGM. C'est une association qui est un peu plus vieille que Sciences Citoyennes et qui a vraiment pour objectif de rechercher de l'information la plus complète possible sur la question des OGM. Et une autre chose, vous parliez de Christian Vélo au départ, qui est donc généticien et qui fait les OGM. Et si vous posez la question un peu plus précisément aux militants ou aux chercheurs qui sont hostiles aux OGM, finalement vous verrez qu'ils ne sont pas hostiles aux OGM, et ils sont plus hostiles aux PGM, aux plantes génétiquement modifiées. Christian Vélo travaille avec des OGM, donc il aurait du mal à être complètement hostile aux OGM.
On a failli l'avoir ce soir, mais malheureusement, il avait un problème de famille. On aurait préféré l'avoir que... Enfin, c'est pas grave, on va faire une pause et on se retrouve après. Et c'était lui le soleil qui faisait nos réveils chaque matin. Et la mer était belle et nous courions vers elle, main dans la main. Et puis nous marchions sur la plage, tu cherchais des coquillages comme un enfant, les mettant à ton oreille pour entendre, je me rappelle, l'océan dedans. Soleil, je t'aime et pour toujours tu es fidèle, mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Voilà, c'était en 70, Françoise Hardy, Soleil, et il brille toujours. 47 ans plus tard, le soleil, heureusement pour nous, et nous terminons cette émission, cette troisième partie d'Au-delà du miroir avec Glenn Milo, qui est donc coordinateur de l'association Sciences Citoyennes au pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter un peu sur peut-être comment ça se passe un peu en Europe par rapport à la France aussi et l'Amérique dont on a parlé? Alors, c'est intéressant de s'intéresser au volet européen puisqu'il a, dès le départ, été très présent. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la mobilisation européenne sur la directive, contre la directive sur le secret des affaires, ils ont beaucoup appris, la coordination qui s'est montée a beaucoup appris de la mobilisation en France contre la loi Macron qui entendait déjà installer le secret des affaires en France. Et finalement, ça nous a beaucoup servi cette directive. Bon, on va en subir les dégâts probablement très bientôt. Mais en tout cas, ça a permis que se cristallise au niveau européen une espèce de veille de ce que la Commission s'apprêtait à faire. Et notamment, cette mobilisation de plusieurs dizaines, peut-être 80 organisations, a débouché sur une prise de conscience que le secret des affaires avait des connexions donc avec les lanceurs d'alerte. Et si initialement la coordination sur le secret des affaires était coordonnée plutôt par CEO, Corporate Europe Observatory, une coordination en a émergé, coordonnée, on va dire, par Eurocadre, qui à la base est une confédération de syndicats au niveau européen. Alors la mobilisation a changé de braquet et s'est concentrée exclusivement sur l'alerte. D'une part, en lançant une pétition demandant qu'une réelle protection des lanceurs d'alerte fasse l'objet d'une directive par la Commission européenne, mais c'est surtout pour sensibiliser le Parlement européen, le Conseil européen sur ces questions-là. Et le résultat a été plutôt surprenant puisque les différentes institutions européennes ont demandé à la Commission européenne de réfléchir sur les lanceurs d'alerte et d'agir. Donc, la Commission européenne s'est peut-être de façon surprenante, en tout cas pliée à ces demandes. Elle pouvait très bien les évacuer. C'est son droit de ne pas... elle aurait très bien pu répondre que du fait que le risque de ne pas avoir d'accord entre le pays était suffisamment important, elle pouvait très bien décider de le temporiser, de ne pas déclencher quoi que ce soit. Mais elle a décidé d'agir. Donc elle a lancé ce qu'on appelle une initiative, et en fait c'est le processus standard qui consiste à faire des auditions, lancer des consultations sur un sujet avant d'envisager soit un règlement, donc l'équivalent de nos décrets en droit français, soit une directive, l'équivalent des lois cadres, soit une recommandation ou un avis. Alors, nous, on aimerait évidemment un règlement, ça paraît peu adapté, mais c'est trop inconditionnel, c'est trop encadré. Mais une directive, serait en tout cas nettement plus utile qu'une recommandation qui ne mènera pas à grand chose. Et ce qui est intéressant dans la consultation publique qu'ils ont lancée, que je vous invite à remplir, qui est ouverte donc à tout le monde et qui est ouverte sur le site de la Commission jusqu'au 29 mai. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont plus loin que la demande des ONG au niveau européen qui, elles, se cantonnaient à demander une meilleure protection des lanceurs d'alerte, puisque la consultation s'intéresse à la fois à la protection des lanceurs d'alerte, mais aussi aux procédures de recueil des alertes et au traitement des alertes. Ce sur quoi on se bat, nous, Sciences Citoyennes, depuis longtemps et qu'on a du mal à faire passer auprès de nos partenaires associatifs.
La plupart sont focalisés sur la protection des lanceurs d'alerte, qui est un aspect fondamental. Mais nous, on considère que s'il n'y a pas de traitement d'alerte, le lanceur d'alerte ne sert à rien. Il n'ira pas au front, il ne prendra pas le risque d'un retour de flamme s'il le sait qu'il n'y a aucune chance que son alerte soit traitée. Donc pour nous, ça fait vraiment partie du package obligatoire. Sans traitement, la protection ne servira pas à grand chose. Enfin si, on aura des lanceurs d'alerte à protéger, mais on en aura finalement peu, parce que peu oseront lancer d'alerte. Donc on a la commission qui ouvre cette consultation, qu'elle va accompagner d'auditions, de consultations des différents organes de l'Union européenne. Donc ça passe par le Conseil économique et social européen, ça passe par le Comité des régions, ça passe par l'administration européenne, qui déjà teste en interne aussi des dispositifs de traitement des alertes, notamment en matière de corruption ou de conflit d'intérêts. Et cette mobilisation européenne, c'est... Donc tout le monde peut répondre à ce questionnaire. Oui, c'est vraiment une consultation publique. Et tu l'as fait, toi? Je l'ai pas encore fait parce que nous, ce qu'on s'est fixé avec le groupe d'organisation qui travaille sur la maison des lanceurs d'alerte, c'est de confronter nos propositions pour voir si on n'aurait pas oublié des choses ou si on n'aurait pas mal interprété certaines choses. Donc on s'est donné rendez-vous pour confronter nos différentes positions avant de publier officiellement notre contribution. Et pour ceux que ça intéresse, ça serait quel site alors? Alors le site est assez compliqué parce qu'il est plein de chiffres et plein de lettres, mais consultation, Commission européenne, lanceur d'alerte. Et est-ce que sur le Science, sur votre... Il n'y est pas encore, mais il va falloir qu'on le mette. Vous allez le mettre? Il faut le mettre. Ouais. Sinon, si on tape Commission européenne, Alors, sur la Commission européenne, ce qui peut nous inquiéter, c'est que la procédure va prendre un certain temps et qu'en 2019, on change de commission. On sera. Oui, mais si on tape Commission européenne, enquête. Alors, c'est consultation publique, le terme officiel. C'est ce que j'essaye de faire. Consultation publique, peut-être... Lanceur d'alerte, et elle se termine le 29 mai. Elle a été ouverte en mars ou en avril ? En mars, je crois. Oui, en mars. On va voir, on va taper ça, on va voir ce que ça donne déjà. Lanceur, pas besoin de dire l'alerte. A priori, ils ont quand même agi relativement, de façon un peu active, du fait que lorsqu'il y a eu des discussions sur la directive secret des affaires, il y a eu une demande de garantie par rapport au lanceur d'alerte, et une demande de directive dans la foulée. Au départ, ils ont posé une fin de non-recevoir assez drastique, mais le fait que le Conseil européen, c'est l'ensemble des chefs de gouvernement de l'Union européenne, de l'exécutif européen. Que le Conseil européen lui demande de travailler sur la question, là, elle avait plus de mal à refuser que le Parlement. Le Parlement avait pris plusieurs résolutions lui demandant, et faut savoir qu'en Europe, contrairement à la France où le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent proposer des lois, en Europe, il n'y a que la Commission européenne qui peut proposer des lois. Mais le Parlement ou le Conseil européen peut demander, ou le Conseil de l'Union européenne, c'est une troisième institution, peut demander à la Commission européenne de mettre en place une directive, mais la Commission européenne peut très bien refuser. Ouais, c'est un peu bizarre. Alors si vous tapez, comme j'ai fait moi, Commission européenne, consultation publique, lanceur, vous avez d'abord des sites qui relaient l'information mais qui sont pas les bonnes. Ils ont peut-être le lien voilà. direct. Et puis vers le 5-6e lien, vous avez consultation publique simplement au pluriel, et là vous voyez www.scgae.gouv.fr/CMS, c'est ça hein non, ça c'est le secrétariat général des affaires européennes du gouvernement. Mais peut-être qu'il y a le lien vers voilà, la donc publique. cherchez, soyez curieux. On va le mettre très vite sur notre site. Soyez curieux. En tous les cas, c'est bien de pouvoir se prononcer. C'est important, on pourrait se dire, de toute façon ça sert à rien, on sera pas écouté, mais si on est nombreux malgré tout à remplir cette consultation, c'est un signal qu'on envoie. C'est un signal que ça nous intéresse. C'est un signal que ça nous intéresse et qu'on lâchera probablement pas l'affaire. Donc c'est pas la peine d'attendre des élections, on peut très bien réagir, et puis, voilà. Puis ça sera peut-être pas des élections, on n'en sait rien. Donc alors ça c'est le 22 avril, donc si vous tapez marche pour la science, c'est ça, marche pour la science. Hein. Vous allez sûrement trouver un endroit en France, puisqu'il y a une vingtaine de villes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Qu'est-ce que ce rêve d'une maison des lanceurs d'alerte, c'est pas mal. C'est pour ça que je trouve que c'était. C'est pas un rêve. Le rêve, ce serait qu'il n'y ait pas de lanceurs d'alerte, parce que le système fonctionnerait correctement. Si on parle de rêve, il faut aller au-delà de. C'est une bonne réponse, ça. Hein, franchement. Le rêve, ça serait qu'on soit dans un paradis. Là, pas besoin de science citoyenne. Pas forcément fiscal, mais un paradis tout court. Pas de science citoyenne. Non, on serait inutile. C'est ça le rêve. C'est qu'on ne soit pas utile. S'il y a tant d'associations, s'il y a tant de mobilisation, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Donc,
Le rêve, c'est pas que les problèmes, on arrive à les résoudre, c'est qu'il n'y a pas besoin de les résoudre, parce qu'il n'y aura pas de problème. Alors comment on pourrait faire pour... ça, c'est compliqué. Ouais, je crois que oui, parce qu'il y a ceux qui veulent pas voir aussi. Il y a ce qu'on dit les étouffeurs ou ceux qui mettent la tête sous l'oreiller. Il y a l'intérêt à court terme aussi, notamment dans le domaine financier. C'est que c'est pas seulement qu'on veut pas faire de vagues, c'est aussi qu'on est très intéressé par ces dysfonctionnements en l'occurrence. Il faut faire de la croissance et que ça rapporte vite. Voilà, ouais. Parce que ce qu'a dénoncé Antoine Deltour sur l'optimisation fiscale, c'est pas un système illégal, c'est un système juste immoral, mais qui fonctionne et qui est érodé, qui maintenant va être probablement illégal parce que les administrations européennes ont l'intention de changer la donne, mais parce qu'on leur mis le nez dedans. C'est pas, ça leur est pas venu tout seul. Là, en l'occurrence, c'est une alerte qui finalement n'est pas pris en compte par la loi Sapin, n'est pas pris en compte par aucune des lois que je connaisse. Et donc, il est difficile à qualifier parce que il n'a pas dénoncé quelque chose d'illégal. Hein. Et malgré tout, il va faire évoluer les différentes législations de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne. Donc, c'est une bonne chose. Tu me rappelles son nom ? Antoine Deltour, qui a été condamné malgré tout pour vol et recel, mais qui va se pourvoir en cassation. Et on espère que déjà le procès en appel avait conduit à alléger sa sanction. On espère que la cassation va conduire à supprimer sa sanction et qu'il sera reconnu à nouveau, parce que la Cour d'appel l'a reconnu en tant que lanceur d'alerte, c'est ça qui est aberrant. Elle l'a reconnu en tant que lanceur d'alerte, mais elle ne pouvait pas ne pas le sanctionner, ce qui est un paradoxe qu'il faut absolument supprimer. Alors, les lanceurs d'alerte, c'est une bonne chose. On te retrouve sur Sciences Citoyennes au pluriel. Oui. Sinon, t'as pas de site à toi tout seul. Non, j'en ai pas besoin. Voilà. Sinon, vous pouvez aller voir le Crigen, c'est RIIGEN, la CRIRAD. Génération Cobaye aussi, même si on en a peu parlé ce soir. Et tu as un mot, quelque chose pour terminer l'émission? J'ai pas prévu de petites phrases magiques. T'es sûr? Mémorables, non. Je suis en dessous de tout. T'es en dessous de tout, mais c'est pas grave, on va pas en faire pour une fois. On va se contenter de terminer sans faire de citations. Ça va nous reposer nos neurones. Et c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Donc, sinon, il y a Sciences Citoyennes, ils font des bouquins, des choses. Alors, non. on devrait sortir un livre, mais qui a rien à voir avec les lanceurs d'alerte sur les boutiques de sciences que je suis en train de terminer. Les boutiques de sciences, c'est une structure qui sert d'interface entre les besoins de la société et les capacités de recherche de l'université. En deux mots, une association a une demande, à des questions qu'elle se pose et elle pense que la recherche pourrait lui donner des réponses. Elle s'adresse à la boutique de sciences qui elle va trouver un chercheur, un étudiant pour essayer de trouver des réponses à ces questions. Donc c'est un vieux projet qui date des années 70-80, qui a bien fonctionné en France jusqu'à mi-80, qui est mort faute de financement, pour différentes raisons, et qu'on essaie de refaire vivre, notamment au niveau européen et français. Merci beaucoup, Glenn Milot. Merci.